Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on enchaîne les différents coûts afin d'arriver au coût complet d'un produit ou d'un service. Donc ça correspond au chapitre 1 qui s'intitule le cycle d'exploitation et stock, et principalement à la première partie de ce chapitre. Le thème abordé sera donc le cycle d'exploitation et la chronologie des coûts. Donc dans un premier temps, on va voir qu'il y a trois grandes étapes en fait pour déterminer le coût complet d'un produit. La première étape, c'est de déterminer les coûts qui sont liés à l'approvisionnement du produit, c'est-à-dire principalement, on en reparlera tout à l'heure, mais le prix d'achat des matières premières, les frais de transport de ces matières premières. La deuxième étape, après avoir calculé le coût lié à l'approvisionnement, c'est de déterminer les coûts liés à la production. Donc ça, c'est tous les coûts qui sont générés par le processus de production. Donc on en reparlera aussi juste après. Et enfin, la dernière étape, après avoir terminé la production, il faut commercialiser le produit. Et donc là, nous aurons tous les coûts qui sont liés à la distribution du produit, mais aussi les coûts administratifs, c'est-à-dire par exemple des coûts liés au service comptable, au service secrétariat de l'entreprise, et qui viennent s'intégrer donc dans l'étape 3, qu'on appelle les coûts hors production. Voilà. On va maintenant voir que ces trois étapes, ces trois coûts, viennent en fait s'associer les uns aux autres. Donc on commence dans un premier temps par le coût d'approvisionnement, celui dont on a déjà parlé, vous voyez, avec l'achat de matières premières, les frais de transport, la logistique, voilà, tous les frais qui sont en fait liés à l'achat et à l'approvisionnement en matières premières. Ce coût d'approvisionnement, après, vient s'intégrer dans le coût de production. Et vous voyez, je vous ai mis ici des petits pointillés pour bien vous montrer que le premier coût du coût de production, c'est le coût d'approvisionnement, c'est le coût qu'on avait juste avant. Voilà. Et donc, par rapport à ça, au coût de production vient s'associer après, en plus du coût d'approvisionnement, tous les coûts des ouvriers, le coût d'utilisation des machines, de sous-traitance, etc. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que le coût d'approvisionnement vient s'intégrer au coût de production. Enfin, dernière étape, le coût de revient. Et le coût de revient, c'est le même schéma. Le premier coût du coût de revient, c'est le coût précédent, c'est-à-dire que c'est le coût de production qui vient s'intégrer dans le coût de revient d'un produit. En plus du coût de revient, on vient associer les autres frais dont on a parlé dans le diaporama d'avant, qui sont les frais de distribution et les frais d'administration. Donc ce schéma a pour but de vous expliquer qu'en fait, tous les coûts sont liés les uns aux autres et que le coût d'approvisionnement vient s'intégrer au coût de production et que le coût de production vient s'intégrer au coût de revient. Donc, pour mieux comprendre ce schéma, je vous propose d'utiliser l'exemple que vous avez dans votre cours pour comprendre avec un exemple en fait chiffré. Donc, ça c'est l'énoncé de votre exemple. Donc, on fabrique deux produits, des tables rondes et des tables rectangulaires. Vous avez ici la production. On va fabriquer 2300 tables rondes durant la période, durant le mois, et 1900 tables rectangulaires. Et on vous donne la consommation de chacune des tables en bois. Le bois, ça sera notre matière première. Donc la table ronde nécessite 2 mètres carrés de bois, alors que la table rectangulaire consomme 3 mètres carrés de bois. On vous donne aussi le prix du bois qui est acheté à 15 euros. Vous voyez, donc le bois est une matière première, on en consomme donc 2 mètres carrés pour la table ronde, 3 mètres carrés pour la table rectangulaire, et on la paye, le bois est acheté 15 euros le mètre carré. Bon, dans cet exemple simple, on en reparlera tout à l'heure, il n'y a pas de stock, parce que l'entreprise travaille à juste à temps, c'est-à-dire que tout le bois acheté est utilisé pour la production de nos tables. Ces éléments-là nous suffisent pour pouvoir calculer la première étape qui est le coût d'achat. Donc le coût d'achat ou le coût d'approvisionnement, c'est exactement la même chose. Donc on a le coût d'approvisionnement, et en fait le coût d'approvisionnement, il n'y a qu'une seule matière première, le bois, et donc j'ai calculé que nous avions besoin de 10 300 mètres carrés de bois, et que chaque mètre carré était payé 15 euros. Comment j'ai trouvé mon 10 300 ? Je vous le mets en dessous. Donc nous avons deux produits, 2300 tables rondes qui nécessitent 2 mètres carrés de bois et 1900 tables rectangulaires qui nécessitent 3 mètres carrés de bois. Donc 4600 mètres carrés plus 5700 mètres carrés, on est bien sur 10 300 mètres carrés. Voilà, donc c'est un exemple très simple pour calculer le coût d'un approvisionnement. Retenez bien que les tables rondes nécessitent 4700 mètres carrés de bois et les tables rectangulaires 5700 mètres carrés
de bois, car c'est une information qui va nous être utile pour l'étape suivante, qui va être la détermination du coût de production. Donc justement, ce coût de production, je laisse ici le coût d'approvisionnement parce que ce coût va évidemment nous servir. Ce sera le premier élément du coût de production. Et nous allons pouvoir donc maintenant déterminer du coût de production. Et comme je viens de vous le dire, on utilise comme premier élément du coût de production, eh bien, le coût d'approvisionnement que nous avons vu dans l'étape précédente. Donc ici, nous pouvons maintenant scinder les tables rondes d'un côté et les tables rectangulaires de l'autre. Comme je vous l'ai dit, nous reprenons le coût d'approvisionnement, 15 euros, le prix du mètre carré, 4600 mètres carrés de bois utilisés pour les tables rondes, voire l'étape précédente du coût d'approvisionnement, et 5700 mètres carrés de bois pour les tables rectangulaires. Et évidemment, 4600 et 5700, ça correspond à la quantité achetée de bois que nous avons vu dans l'étape précédente, c'est-à-dire 10 300 mètres carrés. Nous associons donc à ce coût d'approvisionnement les coûts qui sont liés à la production. Dans cet exemple, il faut lire dans l'énoncé qu'il nous faut 3 heures de main-d'œuvre pour produire une table ronde et qu'une table rectangulaire nécessite 5 heures de main-d'œuvre, sachant que le coût de l'heure est de 28 euros. Donc nous pouvons maintenant déterminer du coût de main-d'œuvre nécessaire pour une table ronde et nécessaire pour une table rectangulaire. Pour cela, je vous ai indiqué ici comment je trouvais la quantité de main-d'œuvre nécessaire. Donc comme nous fabriquons 2300 tables rondes et qu'une table ronde nécessite 3 heures de main-d'œuvre, nous avons besoin de 6900 heures de main-d'œuvre pour la table ronde. Pour la table rectangulaire, c'est la même logique, sauf que nous en fabriquons 1900 et que la table rectangulaire nécessite 5 heures de main-d'œuvre, ce qui correspond donc à 9500 heures. Ces heures sont multipliées par le taux horaire de l'énoncé, c'est-à-dire 28 euros. 28 euros pour une heure dans une table ronde, et c'est le même taux horaire pour la table rectangulaire, c'est aussi 28 euros. Nous avons donc maintenant la possibilité de calculer le coût de production. Donc en montant, c'est la somme du coût d'approvisionnement et de la main-d'œuvre. Donc pour la table ronde, ça correspond à 262 200 euros. Attention, en quantité, il ne faut pas additionner la quantité de l'approvisionnement et de la main-d'œuvre, car là, il s'agit de mètres carrés de bois, et ici, d'heures de main-d'œuvre. Donc en quantité, vous mettez le volume de production que vous avez réalisé durant le mois. Et pour les tables rondes, je vous l'ai indiqué ici, nous en avons fabriqué 2300. Donc conclusion, quand on fait le montant divisé par la quantité, on se retrouve à un coût de 114 euros. Alors pour la table ronde, ça veut dire que à la sortie du processus de production, une table ronde coûte à l'entreprise 114 euros. Pour la table rectangulaire, c'est la même logique. Et c'est-à-dire qu'à la fin du processus de production, la table rectangulaire coûte à l'entreprise 185 euros. Donc nous en avons terminé avec l'étape 2. Il nous reste donc maintenant à travailler sur le coût de revient. Donc le coût de revient, évidemment, reprend le coût précédent, c'est-à-dire le coût de production, je vous rappelle. Donc il y a des tables rondes dont le coût de production unitaire est à 114 euros et des tables rectangulaires dont le coût de production est à 185 euros. Donc de ce coût de production, on va pouvoir maintenant déterminer du coût de revient. Et le seul coût supplémentaire que nous devions rajouter, c'était la commission des commerciaux, puisqu'il s'agit d'une charge de distribution, donc qui intervient au moment du coût de revient. Elle est de 8% du prix de vente pour les tables, et donc elle est du prix de vente des tables, qu'elles soient rectangulaires ou qu'elles soient rondes. Le prix de vente, évidemment, il nous faut le prix de vente. Le prix de vente des tables rondes est de 120 euros, et le prix de vente des tables rectangulaires est de 220 euros. Alors, comment j'ai trouvé ici le 276 000 en quantité concernant la commission ou le 418 000 pour les tables rectangulaires? Et bien, en fait, ça correspond au chiffre d'affaires de chacune des deux tables. Donc, pour les tables rondes, eh bien, ça fait 120 euros, c'est le prix de vente de la table, multiplié par 2300, qui est la quantité vendue, ce qui correspond à 276 000, auquel on applique le taux de 8%, ce qui permet de connaître les charges de distribution, la commission pour les tables rondes. On fait exactement le même raisonnement au niveau des tables rectangulaires. 220 euros le prix de vente, multiplié par 1900 la quantité vendue. On a donc un chiffre d'affaires pour les tables rectangulaires de 418 000, que l'on multiplie par le taux de commission 8%, et les charges de distribution pour les tables rectangulaires, c'est 33 440 euros. Donc, encore une fois, nous faisons le total des montants, nous divisons par la quantité vendue,
Conclusion, le coût de revient d'une table ronde est de 123,60 €. Le coût de revient d'une table rectangulaire est de 202,60 €. Ce qui veut dire que là, on a pris ensemble en compte toutes les charges possibles pour déterminer le coût d'une table ronde ou d'une table rectangulaire. Donc, il est nécessaire pour la société de vendre à un prix légèrement supérieur au coût de revient afin de pouvoir générer du bénéfice. Donc, un prix supérieur au coût de revient permet de générer du bénéfice. Si le prix est inférieur au coût de revient, eh bien, nous allons donc générer du déficit. Puisque nous vendons la table ronde à 120 € et qu'elle nous coûte 123,60 €, nous allons perdre de l'argent sur la table ronde, alors que nous allons générer un bénéfice sur la table rectangulaire, puisque nous la vendons 220 € et que le coût de revient est de 202,60 €. Voilà, ça permet de déterminer le coût complet quand on travaille sur plusieurs produits, le bénéfice que l'on réalise sur les différents produits que l'on vend. Donc, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que c'était un exemple simple d'initiation pour comprendre quelles étaient les différentes étapes d'un coût complet. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, on n'a pas pris la notion de stock en compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock de matières premières, c'est-à-dire que le bois qu'on a acheté est celui qu'on a consommé après pour la production, et il n'y a pas non plus de stock de produits finis, c'est-à-dire les produits finis ce sont les tables, il n'y a pas de stock de tables, puisque l'ensemble des tables produits sont des tables qui sont après vendues. Donc, on n'a pas géré le problème du stock, ce qui sera l'objet donc de la deuxième partie de ce chapitre. Mais pour l'instant, on ne l'a pas géré. Et enfin, autre chose, toutes les charges dans cet exemple ont été des charges directes. Ça veut dire qu'on pouvait directement les affecter soit aux tables rondes, soit aux tables rectangulaires. Il n'y avait pas de charges communes aux deux, où on aurait été obligé de décider de la manière de les répartir. Ici, toutes les charges étaient sûres et certaines, soit pour les tables rondes, soit pour les tables rectangulaires. Donc c'est pour ça que c'est un exemple d'initiation très simple, puisqu'il ne prend pas en compte ni les stocks, ni ce qu'on appellera plus tard les charges indirectes, c'est-à-dire les charges communes à plusieurs produits. Voilà. En résumé sur la chronologie des coûts, eh bien, j'espère que vous avez compris que c'était un système un petit peu de poupée russe, où les coûts s'emboîtent les uns dans les autres. Donc on commence par le coût d'approvisionnement, avec les différentes possibilités, l'achat de matières premières, les frais de transport et logistique. Le coût d'approvisionnement devient un élément après du coût de production. On rajoutera donc, pour déterminer le coût de production, en plus du coût d'approvisionnement, les coûts liés vraiment à la production, c'est-à-dire la main-d'œuvre des ouvriers, l'utilisation et la maintenance des machines, éventuellement la sous-traitance. Et puis, pour déterminer véritablement le coût complet, le coût de revient d'un produit, eh bien, on repartira aussi du coût de production et on rajoutera ce qu'on appelle les charges hors production. Ce sont les charges de distribution et d'administration de la société. Voilà. Donc, c'est vraiment un système où le coût précédent sert toujours pour la détermination du coût suivant. Bon, voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris comment fonctionne la chronologie des coûts. Conclusion, je vais vous demander de vous mettre au travail maintenant. Et vous pouvez maintenant faire les exercices 1 et 2 du chapitre sur le coût complet et le cycle d'exploitation des stocks. Voilà, bon courage!